donc pour vous de les travailler. Alors, quand on parle de ce genre de schéma dans la page 21 du chapitre 2, il faut bien voir ces jonctions dans une globalité. C'est-à-dire qu'en jonction comme ça, ce qui est important à bien comprendre, c'est que la jonction, elle est entre deux cellules. Les cellules, il faut savoir c'est lesquelles. Okay, ici, on est en présence de cellules épithéliales. Ce n'est pas n'importe quel type de cellule. Il faut savoir que ces jonctions, elles permettent une polarisation des cellules, c'est-à-dire pôle apical, pôle basolatéral, pôle basal. Il faut aussi savoir donc, les protéines à l'intérieur de ces jonctions. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important de savoir quelle est la protéine exactement dans ces jonctions. Donc encore une fois, je répète, où sont ces jonctions et par quel filament de cytosquelette elles sont reliées au reste de la cellule. Donc, dans ce schéma, par exemple, on constate que dans, euh, dans cette cellule épithéliale, entre les deux cellules, on a quoi? On a une jonction serrée, une jonction intermédiaire et une jonction desmosome. Et donc, dans ces jonctions-là, on constate que dans la jonction serrée de tête, il faut savoir ce qu'il y a. Donc, claudine, occludine. Jonction serrée, deuxième chose, c'est qu'elle est au pôle apical et surtout au niveau des cellules épithéliales. Okay, je ne crois pas avoir vu de jonction serrée dans d'autres cellules que les jonctions épithéliales. Elle a claudine et occludine. Ces protéines-là sont quoi? Elles sont ATP indépendantes. Elles ont des boucles courtes. Donc, c'est une des rares qui sont ATP indépendants, excusez-moi. On sait que la jonction serrée, elle fait partie, c'est une membrane plasmique de quoi? De radolipidique. Donc, dans ces radolipidiques, on a une type de ces jonctions serrées, et on sait que les jonctions serrées, elles sont reliées au reste de la cellule par le filament microfilament d'actine. Juste une parenthèse dans ce schéma, on constate que ici on est en présence de microvillosités qui sont riches en microfilaments d'actine. Il y a des cellules qui sont riches en cils, ok, dans le chapitre squelette, vous les voyez des cils qui sont eux riches en microtubules. Donc, un est riche en microtubules, c'est les cils, microvillosités riches en microfilaments d'actine. Donc ça, c'est des bases que vous devez avoir. Encore une fois, je répète, dans fonction, on sait où la placer, ok? On sait ce qu'il y a à l'intérieur, ok? Parce que qu'est-ce que j'ai oublié de dire dans la jonction serrée, c'est qu'on constate qu'il y a aussi des cames IG. Dans cette jonction serrée, on a des cames IG. Alors, juste encore une fois, tout ce que je dis, c'est basé sur ce schéma-là. Donc, dans la page 23. Et donc, on constate que dans cette jonction serrée, on a des cames IG qui sont calcium indépendantes, claudine et occludine aussi calcium indépendantes. Il y a toujours cette discussion houleuse, à savoir est-ce que si on dit qu'il y a des cadérines dans la jonction, est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je n'ai pas d'idée claire sur la question. Pour moi, c'est faux au vu de ce schéma-là. On voit que les camigées et les cadérines, excusez-moi, elles sont en périphérie de la jonction. Elles ne sont pas dans la jonction même, puisque c'est jonction étroite. Dans les jonctions étroites, a priori, vous n'avez pas de jonction de protéines de style cadérine. Mais bon, voilà, dans votre cours, c'est vrai qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport à ça. Mais disons que ça, c'est la chose importante. Donc, les protéines intérieures, où elles sont situées dans la membrane plasmique. Le reste, le lien avec le cytosquelette et les protéines du cytosol. Okay, juste une question. Ici, par exemple, vous voyez ici une protéine cytosolique. Vous voyez, dans la protéine cytosolique, eh ben, ça peut être une des protéines responsables responsable de la transduction mécanochimique. C'est-à-dire que ça peut être une protéine G, ça peut être une protéine kinase, ok,
vous avez bien compris que ici, on peut avoir, dans le chapitre 11 sur les communications intercellulaires, on peut avoir toute la suite avec les phosphorylations, etc. Donc ça fait partie des choses. Alors maintenant, il y a un schéma maintenant que vous devez maîtriser, enfin que vous comprenez maintenant. Regardez, vous vous rappelez, ça, c'est la transduction mécanochimique. Bah, c'est quoi la transduction mécanochimique? C'est le fait d'avoir un contact à l'extérieur, soit une cam avec une autre cam, soit une SAM avec la matrice extracellulaire, et ça rejaillit avec un signal à l'intérieur. Donc, vous connaissez la protéine G monomérique, par exemple, c'est la protéine G Rho, ok, vous savez, mais ça peut être toutes les autres protéines G, en fait, qu'on a vues. La protéine alpha Q, alpha S, alpha I, alpha 12, alpha T, tout ça, ça fait partie de quoi? D'une interaction avec l'extérieur et on diffuse un message à l'intérieur. Et ça peut aussi activer des protéines kinases. Okay, dans les protéines kinases, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les protéines kinases, elles aussi, elles sont activées grâce à des protéines, grâce à la transduction mécanochimique. On peut avoir l'exemple de RAS, par exemple, la protéine GRAS qui active les kinases ERK, et on peut avoir plein d'exemples que vous voyez dans le chapitre de la communication intercellulaire. Donc, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment faire le lien avec le chapitre 11. Je pense que c'est essentiel. Donc si on revient à ce schéma, on continue notre petit tour, on voit la jonction intermédiaire. Et dans la jonction intermédiaire, on sait où elle est placée. La jonction intermédiaire, elle est placée où? Au niveau plutôt du pôle basolatéral. C'est une jonction large qui est juste en dessous de la jonction serrée. À l'intérieur, on a des camigées, des cadérines, ça, il n'y a pas de problème. On revient sur le schéma là. Ok, ben, c'est une jonction large ici. Donc, cadérine et camigé, aucun problème. Camigé, c'est calcium indépendant, vous le voyez ici, puisque camigé plus camigé, c'est calcium indépendant. Et cadérine, avec des autres cadérines, c'est calcium dépendant. Donc, ça, c'est une première chose. Puis après, on peut dire que la protéine en question, la jonction en question, elle est avec une plaque dense et elle est reliée au microfilament d'actine, exactement comme la jonction serrée. Puis, on a la jonction desmosome qui est vraiment au pôle basolatéral également, qui est riche en camigé-cadérine, exactement comme la jonction intermédiaire, jonction large, plaque dense. Par contre, elle est reliée au filament intermédiaire de cytokératine. Donc, filament intermédiaire de cytokératine pour les cellules épithéliales. Ok, vous en connaissez beaucoup d'autres de filaments intermédiaires. Il y a cytokératine, il y a desmine, il y a l'amine, ok, qui est dans le noyau, vimentine, donc desmine donc pour les cellules musculaires, l'amine pour le noyau, vimentine, je crois que c'est pour les cellules neuronales. Bon, ça, c'est votre schéma donc dans le chapitre 7, cytosquelette. Et enfin, on a, alors je ne sais pas si on vous montre ici, on a la jonction hémidesmosome, qui est, elle, au pôle vraiment basal. Et la jonction... Ah, alors, attendez, elle n'est pas là. Attendez, je vérifie. Vous avez parlé en cours de la jonction hémidesmosome, n'est-ce pas? Oui. Alors, je ne sais pas si le schéma... Je crois qu'ils l'ont enlevé, le schéma. Bon, peu importe. Le schéma a été enlevé. Mais disons que la jonction hémidesmosome, elle est au pôle basal. Et la particularité de la jonction hémidesmosome, c'est qu'elle est riche en camigé et en intégrine. Elle n'a pas de cadérine. Et enfin, la jonction qu'on n'a pas vue dans le schéma ici, donc ici, excusez-moi, dans ce schéma, donc page 21, elle n'apparaît pas, ok, mais c'est la jonction gap, ici que vous voyez dans la coupe, cette coupe-là. Donc voilà la jonction gap, qui est la jonction communicante, qui, elle, attention, est au pôle basolatéral, on va le voir de suite, regardez. Voilà. Donc elle est au pôle ici basolatéral, ok. Elle est reliée à aucun cytosquelette. Vraiment, elle est reliée à strictement aucun cytosquelette. Et donc,
elle permet la communication entre deux cytosols et l'effet de connexine. Donc, c'est une jonction étroite. Donc, connexine, elle n'est pas calcium indépendante, attention. C'est pas comme Claudine et les zooclodines, elle est calcium dépendante. Et pareil, dans l'espace intercellulaire, il y a marqué cadérine. Bon, encore une fois, je pense que c'est quand même en périphérie de la jonction. Ça peut être difficilement dans la jonction elle-même. La connexine a l'effet en fait, 6 connexines vont fermer un connexon. Donc, il y en a 6 par hémimembrane. Donc, dans les deux membranes qui sont juxtaposées, on en aura 12 de connexons. Donc, les jonctions gap, donc communicantes, font passer des molécules qui sont inférieures ou égales à 1000 Dalton. Donc, calcium, IP3, ATP, ça passe. Le reste, ça ne passe pas. Donc, si on est plus lourd que 1000 Dalton, ça ne passera pas. Okay, donc ça, voilà, tout ce que je viens de dire, c'est ce qui est marqué ici. Et très important, je finis sur ça, parce que je pense que c'est capital. Je vais vous sortir dans la matrice extracellulaire, parce qu'il faut vraiment voir ce schéma-là avec la matrice extracellulaire. C'est vraiment capital de chez capital. Alors, 2 secondes, poly. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là. Hein. Alors, je vais vous partager le document. Je l'ai enregistré. Voilà, donc dans la matrice extracellulaire, bien évidemment, ces schémas-là, il faut les voir avec celui-là et celui-là. OK? C'est ces deux schémas principaux. Celui-là, c'est vraiment en rapport. On voit très bien tout ce qu'on a dit. Jonction serrée au pôle apical, jonction intermédiaire juste en dessous, desmosome encore en dessous, jonction serrée, jonction étroite, jonction intermédiaire, jonction large, microfilament d'actine pour les deux. Pour la jonction intermédiaire, on ne le voit pas ici, mais il y a la jonction, il y a la plaque dense. Desmosome, elle est reliée donc au filament intermédiaire de cytokératine. Elle est reliée aussi à l'hémidesmosome. Ça aussi, c'est très important de bien comprendre que les desmosomes et l'hémidesmosome sont reliés par les filaments intermédiaires de cytokératine. Et qu'est-ce qu'on constate en dessous? Alors, question classique. En dessous, là, vous voyez, il y a marqué hémidesmosome. Quoi la protéine qui est dans l'hémidesmosome? Intégrine. L'intégrine, exactement. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'elle a 2 sous-unités. Alors, le récepteur de la matrice que vous voyez là, bah, ça peut être une SAM, par exemple, okay, qui est en rapport avec la lame basale. Ça peut être aussi une intégrine, pourquoi pas. Et là, on constate que l'hémidesmosome, ici, excusez-moi, la jonction communicante, jonction gap, elle est reliée à aucun cytosquelette. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important de bien le saisir. Je vais passer après un quart d'heure pour corriger un peu une écurie ou une écurie que je vous avais donnée. Okay, tout à l'heure, juste un quart d'heure avant la fin, je vous corrigerai quelques questions. Voilà, donc ça, Paul Apical, après, c'est vraiment, et je crois que c'est ce schéma qui est tombé l'année dernière d'ailleurs. Bon, ce schéma aussi classique, ok, vous remarquez en bas la perméase ABC qui laisse passer les hormones stéroïdes et les hormones thyroïdiennes. Donc, les hormones thyroïdiennes, juste que vous sachiez, dans ce schéma-là, alors, on l'a jamais vraiment expliqué, mais je vous l'explique très rapidement. En fait, elle vous l'a bien expliqué en cours celui-là ou elle est passée rapidement? Vous savez pas? Moi, je sais pas. Bon, vous savez pas. Bon, peu importe. Dans ce schéma-là, en fait, on a ce qu'on appelle un follicule. Un follicule, c'est ça qui va créer, fabriquer ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est ce que vous voyez en T3, T4. Dans le schéma, il est marqué T3, T4.
c'est les hormones thyroïdiennes. Et la question, c'est de savoir comment on a abouti à T3, T4. Et en fait, comment on a abouti à T3, T4, c'est que ces hormones thyroïdiennes, après, qui vont sortir par les perméases ABC, qui vont aller après dans la circulation sanguine via le milieu intérieur. En fait, de ce schéma, on apprend que ces hormones thyroïdiennes ont été obtenues grâce à la polarité de la cellule. C'est-à-dire que vous voyez que dans cette cellule, on a un pôle latéral, on a un nasal. Et en fait, il faut que vous sachiez que à la base, on a une hormone thyroïdienne qui est iodée, qui est passée d'abord par le apical, puis après, elle est passée par jonction serrée, elle a été iodée, donc on voit qu'elle elle sort par le pôle apical, c'est une thyroglobuline iodée, et puis après, elle va repasser par le pôle apical, et elle va passer après, elle va sortir par le pôle. En gros, il y a une histoire de cette TG, thyroglobuline, qui est dépendante de la polarité de la cellule. C'est pour ça que ici, dans ce milieu-là, quand on enlève le calcium et qu'on enlève tout milieu, on les suspend les cellules, on n'a plus donc ni de jonction serrée, ni de jonction. On n'a plus de jonction serrée, on n'a plus de pôle apical, plus de pôle basolatéral. Et en fait, la fabrication de cette T3, T4, cette thyroglobuline, ne peut plus fonctionner. Donc, d'où le constat finalement que sans jonction serrée et sans polarité de la cellule, on n'a plus de fonctionnement du follicule thyroïdien, plus fabrication de ces T4. Et après, on vous dit juste quand on rajoute du collagène et quand on rajoute encore, le follicule il devient normal. Et là, quand le follicule il devient normal, à ce moment-là, on reprend comment s'appelle la sécrétion, la fabrication de ces hormones thyroïdiennes peut refonctionner. Donc ici, on vous montre l'importance de la matrice extracellulaire et de la polarité de la cellule pour former, pour fabriquer donc les hormones thyroïdiennes. Donc aussi, on vous dit, la matrice extracellulaire contrôle le rétablissement des cellules épithéliales thyroïdiennes adultes en culture. Donc c'est grâce à l'ajout de collagène, donc grâce à l'ajout de la matrice extracellulaire, que la cellule reprend sa polarité. Bon, tout simplement. Donc ici, on voit dans ce schéma que donc, les permèses ABC vont passer donc les questions en. On passe donc, faites attention, ne pas confondre le milieu extérieur, qui est au-delà donc du apical, et le milieu qui est donc avec le extracellulaire. Donc, vous connaissez tout, on a répété 20 fois l'apocrinie, qui est donc le fait que les protéines, les virus, avec leur glycoprotéine virale, puissent sortir de la cellule. Donc ça, c'est l'apocrinie, c'est quelque chose que vous connaissez bien. La transcytose, vous la connaissez aussi, encore une fois, chaque fois qu'il y a une transcytose, et chaque fois qu'il y a une endocytose, il y a chaque fois intervention d'une dynamine lors de l'endocytose en haut, dans ce schéma-là. Puis, il y a intervention de la myosine de type, d'abord de la queudactine, après de la dynéine, puis après de la kinésine, et après de la myosine de type 1. Donc ça aussi, sur le schéma, on peut vous poser des tonnes de questions sur le cytosquelette. Ok, donc prendre ça, bien évidemment, ici, la mine au pôle apical, elle va justement permettre à la cellule de se détacher de la membrane plasmique. Et là, et aussi dans le schéma, maintenant vous le comprenez encore mieux, le NO, il est fabriqué par hénosynthase, qui, je rappelle, est accroché par des acides gras au niveau de quoi? Au niveau de la membrane plasmique. Elle va diffuser à travers la cellule. Ok, elle va aller dans une cellule, elle va se transformer elle va permettre la transformation en GMP cyclique, donc augmentation du GMP cyclique et donc vasodilatation. Ok, ça c'était le schéma du chapitre sur communication intercellulaire. Aprine, paracrine, vous connaissez, je vous apprends. Voilà, c'était juste une petite parenthèse
pour bien vous montrer le lien entre les jonctions serrées, ok, ce qui est à l'intérieur et le rapport entre le cytosquelette et la polarité de la cellule. Alors ça aussi, c'est là que vous maîtrisez. Je répète encore une fois, est-ce que vous avez des questions? Moi, Non. j'ai un plan, mais oui, j'ai entendu quelqu'un parler. Non, j'ai dit Il non. n'y a pas de... Ah, d'accord, il y a que vous voulez aborder particulièrement. D'accord. C'est un thème, vous me dites, voilà, j'aimerais bien voir ça. Il y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici dans ce schéma. Le but de ce schéma, donc ici, page 40 du chapitre cytosolique, le but de ces schémas, c'est de vous montrer comment un virus est détecté par la cellule et donc comment la cellule va se défendre grâce à cette détection. C'est facile. On détecte le virus et donc ça conduit à la sécrétion de Ferté. On vous dit qu'il y a 3 manières de détecter un virus. Il y a une manière que vous connaissez bien, c'est grâce à RIG1 et grâce à MAVS. Donc, donc le virus, il va rentrer par fusion. Alors, je rappelle que par fusion, ça peut être le virus du sida ou le virus de l'herpès. Dernier schéma du chapitre cytosquelette. Et on constate que l'ARN viral en question, il va être soit en simple, soit en lebrun, et il va, grâce au dsRNA, donc ça c'est dans votre chapitre sur la mitochondrie, qu'on va voir de suite, il va activer RIG1. RIG1, lui, il va activer MAVS, qui est la protéine cytosolique qu'on retrouve soit sur la membrane externe de la mitochondrie, soit qu'on retrouve dans la membrane d'enveloppe de quoi? Du peroxysome. Et donc, on constate que lorsque MAVS va être activé, il va activer notre fameux FRT, le NF-kappa B. Alors, ne me demandez pas comment, pourquoi. Il n'y a pas de schéma qui montre comment MAVS active le NF-kappa B, mais on peut imaginer que MAVS, il peut activer des kinases, et les kinases qui peuvent phosphoryler le I-kappa B, et le I-kappa B va permettre justement le I-kappa B va permettre donc d'être dégagé. Et le NF-kappa B, il n'est plus en trimère, mais il sera en dimère. Donc ça, c'est la première manière. Deuxième manière, quand on a un virus qui rentre par endocytose de type herpès, de type grippe, désolé, qui rentre par endocytose. Donc là aussi, juste dans l'idée, il faut bien que vous ayez en tête le dernier schéma du chapitre sur le cytosquelette qui vous montre comment un virus rentre. Soit il rentre par endocytose, soit il rentre par fusion, et comment il va jusqu'au noyau. Là, dans ce schéma-là, il n'a pas le temps d'aller jusqu'au noyau. Vous comprenez? Ici, justement, on le chope avant. Donc ici, on constate quoi? Que lorsqu'il rentre par endocytose, dans ce cas-là, soit il va être repéré par ce qu'on appelle la protéine STING, qui est dans le RE. Donc je répète, endocytose, endosome, etc. Il va être repéré par la protéine STING qui va aussi activer le NF-kappa B. Soit il peut être repéré par la protéine TLR, la protéine TLR qui se retrouve aussi dans les endosomes, permet d'activer le NF-kappa B, et le point commun de tout MAVS, TLR et STING, c'est qu'on a activé le NF-kappa B qui va aller sur le noyau pour fabriquer des interférences interleukines. Donc, encore une fois, c'est le schéma qui vous montre comment le virus peut être chopé. Il va être chopé, le corps va se défendre. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Alors, c'est quel type d'immunité?
Adaptative ou innée? Alors, pour sécher, bah, a priori, c'est donc, dans ce schéma-là, on voit comment le NF-kappa-B être activé. Donc, ça, vous connaissez bien. Okay, vous savez exactement quand kappa B est activé. Il va être activé grâce à la kinase qui va phosphoryler le kappa B, qui va être détaché. Le kappa B va être polyubiquitiné. Attention, l'ubiquitine peut avoir deux rôles, vous savez, vous vous rappelez. L'ubiquitine peut avoir le rôle d'adresse au protéasome. OK. Et enfin, il peut avoir aussi le rôle que l'ubiquitine, lorsqu'elle se met sur le domaine intracellulaire d'une protéine transmembranaire, ça peut être une monoubiquitination, une polyubiquitination, ok, une endocytose. Donc le NF-kappa qui est en R va fixer un NLF qui va aller sur le noyau, qui va se fixer sur l'ADN et qui va réguler la transcription de gènes, donc il va activer justement les interleukines et les interférons qu'on vient de dire à l'instant. OK? Et c'est ce schéma que je voulais voir aussi avec vous. Ça, vous êtes censé maîtriser. Ici, c'est exactement ce que je dis il y a une seconde, c'est que la monopolybucléation de ce domaine cytosolique peut être un signal d'endocytose et de phosphorylation. La communication cellulaire, donc la phosphorylation, elle peut provoquer l'endocytose parce qu'elle va être reconnue par l'arestine, juste entre parenthèses, l'arestine, on la voit aussi ici, c'est que l'arestine peut avoir l'effet inverse du NF-κB, elle va inhiber la kinase, donc elle va laisser le NF-κB sous forme inactif. Okay, donc le RCPG peut activer une arestine et, c'est une aminoassociation de calcium hein, qui active le RCPG et lui va avoir comme rôle d'inhiber la kinase. Donc ici, vous savez que ici, phosphorylation c'est d'une protéine membranaire, elle peut avoir comme effet que l'arestine va la reconnaître et on va provoquer l'endocytose. Alors ici, je ne sais pas si vous le disent, ils ne le disent pas ici, mais l'endocytose se fait grâce à un revêtement de clatrine. Donc ici, chaque fois qu'il y a une endocytose avec l'arestine ou une endocytose de manière classique d'un récepteur, c'est chaque fois avec une vésicule de clatrine. Donc, bien mettre également les protéines G. Okay, ça aussi, vous allez me faire le plaisir d'être très clair sur ça. Faire la différence entre les protéines G monomériques, comme ça ici, et les protéines trimériques. Protéines monomériques, c'est elles, entre autres, qui vont permettre la constitution d'un revêtement. Clatrine, cavéoline, FAP, quatomère. Tous ces revêtements-là, leur constitution, elle est grâce à une protéine G. Okay, vous vous souvenez, la protéine G, dans le chapitre 8, on va le voir de suite, la protéine G va être activée par Jeff. Jeff qui va l'activer, donc la protéine G va aller sur la membrane d'enveloppe du compartiment, qui va attirer les quatomères, etc., etc. On va le voir de suite. Faites attention, ne me confondez pas protéine G trimérique qui ne fait pas du tout ça. Les protéines G trimériques, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le cours sur le chapitre donc communication intercellulaire, on voit que alpha I elle inhibe l'AMP cyclique, et c'est l'active l'AMP cyclique. Alpha Q active la phospholipase C, etc. Donc ici, elles n'ont pas du tout le même rôle. Ici, c'est toujours la même chose. Le ligand se fixer sur le
va permettre l'activation de l'alpha GTP, donc qui va se transformer en alpha GTP, ok, et qui va donc permettre l'activation des effecteurs secondaires. Ok, la protéine qui régule, c'est la protéine RGS. Faites attention, RCPG et RGS, ce ne sont pas des protéines G. Ok, donc ici, on voit juste que la toxine du choléra, elle inhibe l'hydrolyse, la toxine du coqueluche, elle inhibe l'activation. Donc, quand il y a la toxine du choléra, ça reste toujours activé. Et quand la toxine du coqueluche, donc la pertussis, ça reste toujours inactif. Donc, GTP gamma S, ça remplace le GTP, mais c'est non hydrolysable. Donc, si on le met à la place du GTP qui se fait hydrolyser, donc pas d'hydrolyse, et ça reste toujours aussi actif. Voilà. J'aimerais juste corriger un QCM. Je vais vous montrer le QCM que je voulais corriger. Je vais vous le partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, juste, vous avez commencé aujourd'hui en embryologie, c'est... Mais RCPG, c'est pas une protéine G. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Parce Je qu'il y rappelle que... a dans un schéma, le schéma qui était Oui, juste après, ils disent oui, oui, protéine G oui. trimérique RCPG. Oui, oui, oui. Mais c'est fait depuis le début de l'année que je répète, c'est une erreur, en fait. C'est mal. Donc, tu peux le... Tu n'es même pas obligé de m'avoir pour comprendre. Une protéine G, c'est exactement 100. Une protéine G, je rappelle, c'est pas, c'est pas une protéine membranaire, c'est une protéine cytosolique. Donc, une protéine cytosolique, comme son nom l'indique, elle n'a rien à voir avec c'est pas une protéine qui est transmembranaire. Donc, le RCPG, c'est une protéine transmembranaire, alors qu'une protéine G, c'est une protéine cytosolique. Donc, effectivement, c'est une erreur, et je l'avais signifié, mais c'est comment dire, la logique qui nous fait penser que le RCPG n'est pas du tout une protéine G. Ok, merci. Alors, voilà. Alors, le QCM, je vais le faire sortir. Parce que je n'avais pas corrigé avec vous ce QCM. Pas d'autres questions? Alors, je ne sais pas Non. si vous vous souvenez de ce QCM. Alors, attendez. OK. Donc, la molécule en 1 peut aussi se fixer un canal ionique. Donc, en 1, c'est l'acétylcholine, en 2, c'est RG. Donc, l'acétylcholine peut aussi se fixer sur un canal ionique. Je rappelle que les canaux ioniques, c'est les canaux à 4 domaines transmembranaires. Et les canaux ioniques, ce sont ce que vous voyez dans le chapitre communication intercellulaire, c'est que l'acétylcholine peut aussi se fixer sur ce schéma et on le voit dans la contraction musculaire, dans la fente synaptique. La molécule 1 peut être impliquée dans la contraction musculaire, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, donc oui. La molécule 2 est une glycoprotéine que l'on retrouve exclusivement dans le plasmique. Alors ça, c'est absolument faux. Pourquoi faux? Parce que je crois, on constate peu poussé dans le RE. La molécule 2 peut être glycosylée, oui, puisque quand elle est glycosylée sur le domaine extracellulaire, ben, elle va être glycosylée sur la partie extracellulaire. Donc, ça peut être soit une N, soit une C-glycosylation. Est-ce qu'elle peut agir sous forme de d'homodimère? C'est vrai. OK? Donc, ça, c'est classique. Si vous avez des questions, vous me dites, vous me coupez. Hein. La molécule en 3, c'est la protéine. Là, c'est la. Alors, tu vois, c'est Amélie qui avait. Je ne sais pas si c'est Amélie qui a parlé tout à l'heure. J'ai reconnu ta voix, je crois. Mais Oui, c'est moi. parfait. Ici, tu vois que la molécule en 3, là, c'est une protéine G. Parce que c'est alpha, en fait, la protéine G. Mais le 2, c'est le récepteur couplé protéine G. Donc, la molécule en 3 est fixée à la sous-unité alpha, est un nucléotide à guanine, pas adénine. Donc, ça, c'est GTP dépendant.
La molécule en cal est un canal ionique. Non, c'est pas un canal ionique, c'est un récepteur à 4 domaines transmembranaires. Donc, canal ionique, ça n'a rien à voir. Ici, c'est la phospholipase C. Donc, vous voyez, sur ce genre de schéma, on connaît pas on peut connaître par cœur toutes ces notions-là et maîtriser le cours. Si vous ne connaissez pas la légende, vous êtes foutu, quoi. Hein. Donc, la molécule en 5, c'est le DAG. Donc, c'est un dérivé du glycérol, c'est vrai. Alors, 14, c'est une protéine kinase C. Hein, donc, je rappelle que DAG peut activer de manière indépendante la protéine kinase C. 6, c'est la ryanodine. Alors, bon, ça, c'est un piège. Souvent que je le faisais souvent parce que la ryanodine, vous la voyez. Là, vous la voyez plus trop, donc c'est plus trop un piège. Mais disons que 6, c'est l'IP3. Il va aller sur le 8, qui est le récepteur IP3. C'est pas 8, c'est 7. Qui est le récepteur IP3 qui va libérer 8, qui est le calcium. Donc ici, la ryanodine, ça n'a rien à voir. La ryanodine, elle va activer, elle va aussi libérer le calcium, mais pas par récepteur IP3. Les déficiences C, c'est calcium ATPase. Pas du tout. C'est un récepteur IP3. Je rappelle que la calcium ATPase, elle a un rapport avec le calcium, bien évidemment. Elle fait rentrer le calcium, puisque la calcium ATPase, elle consomme de l'énergie, et donc elle va sous la forme inverse, ok, du gradient de concentration. 8 représente cation chargée positivement. Donc, 8 représente oui, c'est des calcium. Donc, chargés positivement, c'est des cations dits positifs, disons. C'est avec 2 charges positives. 8 est nécessaire à la libération de la tropomésine fixée au microtubule. Donc, c'était tout vrai, sauf microtubule, donc c'est faux. C'est effectivement, ça libère la tropomésine, mais appartient au microfilament d'actine. Le compartiment 9, peut-être le RE. Bah oui, RE, réticulum sarcoplasmique, c'est la même chose. 10, c'est quoi 10 10 calcium calmoduline a priori. Peut être retrouvé dans la matrice mitochondriale. Non, je crois pas. La 10, c'est la calcium calmoduline qui est cytosolique. 10, pour inhiber un fragment du peptide signal. Il semble que c'est le contraire. C'est le fragment du peptide signal qui peut inhiber la calcium calmoduline. Je ne sais pas si je l'avais compté. Peut-être c'est une formulation qui est particulière, mais vous avez bien compris que le 10, c'est pas elle qui inhibe. Elle se fait inhiber. Complexe en 11, composé des éléments 8 et 10, c'est un activateur de nombreuses enzymes, évidemment, énosynthase, phosphodiesterase, kinase, phosphatase, adénylcyclase. Ça arrive en plus. 12 peut être représenté par l'activation de phosphatase. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc, 12, c'est un des nombreuses enzymes que active 11, donc c'est vrai. L'activité des molécules en 13, je vois ce que c'est 13. 13, alors 13, on va voir ce que c'est. Peut-être aussi régulé par des protéines G trimériques. Vous savez c'est quoi 13? Juste à gauche du 12. Voilà. Excellent. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais j'ai une blague excellente. Non, mais c'est Merci. vrai, c'est vrai. Mais je te crois que c'est vrai. Je sais très bien que c'est vrai. Mais j'en attends un peu plus. Je sais lire. Mais je veux savoir c'est quoi 13. Allez, cherchez dans votre polycope. Aidez-moi. Adénylcyclase et phosphodiesterase de la MPC. Ben voilà. Parfait. Vous voyez ou pas? Moi, à titre personnel, le livre, je le connais par cœur. J'ai strictement aucun problème. Mais je ne connais pas ce schéma. Je l'ai oublié, ce 13. Vous voyez? Je l'ai oublié. Eh ben, je suis bloqué. À la C, je ne peux pas répondre.
Donc, si je sais que c'est la cyclase et la phosphodiesterase, bien évidemment que les protéines G trimériques peuvent aussi la réguler. Donc, ça, je sais. 14, je vois que c'est 14. 14 c'est en haut, c'est la protéine kinase C. Peut-être aussi activée par la soluté bêta et gamma de la molécule 2. Donc oui, je rappelle que 2, elle a 3 unités, alpha et bêta-gamma. Et bêta-gamma peuvent de manière indépendante activer la protéine kinase C. Ça, c'est votre cours. Et les réactions enzymatiques en 15 se déroulent à pH acide. Bah, vu qu'on est dans le noyau, dans le cytosol, non, a priori, c'est pH, donc neutre, plutôt neutre. OK, je finis sur ça, sur ce schéma. La molécule 1 est hydrophile. Non, c'est hydrophobe, puisque c'est une protéine qui a besoin d'abord, elle va choper le récepteur nucléaire, et deuxièmement, elle a besoin d'un transporteur sanguin. Donc, c'est hydrophobe. La molécule 1 pourrait être un androgène. Oui, mais ça peut être une hormone stéroïde. La molécule 1 décide d'un récepteur membranaire pour que la cellule. Non, bah justement, c'est le principe, c'est qu'elle diffuse dans la membrane plasmique, elle va choper son récepteur nucléaire. La molécule 1 passe par le transporteur central de 2 pour accéder au nucléoplasme, évidemment. Pour une hormone stéroïde, c'est gros, elle ne va pas passer par diffusion. Elle va passer par le transporteur central. Donc, un portine alpha, un portine bêta et intervention de RAN, GTP. C'est clair pour tout le monde, ça? Si je vous dis ici que 1, quand il va passer 2, a nécessairement besoin de RAN plus GTP, c'est vrai. RAN plus GTP intervient dans l'importation. Par contre, OK, par contre, si vous avez besoin, si vous ne comprenez pas que RAN plus GTP, attention, n'est pas dans le trimère d'importation, c'est-à-dire dans le trimère d'importation, il y a 1, la molécule en 1, plus un portine alpha, plus un portine bêta, c'est tout. Mais RAN plus GTP intervient à la fin. OK. La molécule en 1 fixe le récepteur en 4 sur son domaine N-terminal. Donc là aussi, la molécule en 1, elle peut fixer 4 sur son domaine plutôt C-terminal. OK, C-terminal, puisque le domaine E est plutôt en C-terminal. Le récepteur en 4 est dit actif, CO4. 4, c'est là. Est-ce qu'il est dit actif? À ce moment-là, il n'est pas actif. En 5, il est actif. Le domaine 5 et le domaine C, ou domaine ERH permettant de fixer l'ADN, c'est faux. Le domaine ERH, okay, c'est le domaine qui est donc sur l'ADN. Et enfin, la synthèse de 6 pourrait faire intervenir un ARN polymérase 1. Non, c'est polymérase 2 pour fabriquer les ARN messagers. La molécule en 6 est sécrétée à travers le 3 par le transporteur central. La molécule en 6, elle va bien passer par le transporteur central, donc il n'y a aucun problème. L'exportation de la molécule en 6 nécessite une exportine et une protéine gérane couplée au GTP. Alors ça, c'est faux, puisque l'ARN messager n'a pas besoin de RAN couplé au GTP. La zone 8 est une région. Donc ça, c'est le schéma du chapitre 11, où on voit l'ARN messager qui sort à travers le transporteur central. La zone en 8 est une région régulatrice de gènes, donc c'est vrai, pas de souci. La molécule en 7 pourrait jouer le rôle de FRT lors d'une réponse secondaire, c'est vrai. Ok, donc je profiterai chaque fois, chaque cours. Donc j'aimerais, je répète encore une fois, je suis très attaché à ce que vous me disiez chaque semaine. Et à partir de cette semaine, je vais commencer à vous envoyer, je vais le faire à partir de maintenant d'ailleurs, je vais commencer à vous envoyer chaque jour des enseignements de BioC. Je le fais à chaque année pour les étudiants, mais j'attendais que vous ayez tout fini. Chaque jour, vous recevrez un enseignement de BioC, vous allez voir même d'embryologie. Tous les jours, vous allez recevoir des enseignements comme ça. Donc, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que ces enseignements-là, je veux que
vous les appreniez, vous faisiez une fiche à chaque fois que vous avez ces enseignements-là, que vous les travaillez. Et surtout, pour les semaines d'après, j'aimerais juste que vous me donniez des thèmes en BioC pour faire vos révisions et je corrigerai chaque fois un QCM comme ça. Ça vous aidera. Et celui qui veut m'envoyer un QCM particulier pour que je corrige, vous êtes les bienvenus pour m'envoyer. Je vous demande vraiment une participation active de votre part. Allez, bon courage. Je vous envoie des QCM aujourd'hui. Des QCM prévus. Bon Merci. courage.